Cette vidéo a été sponsorisée par l'Mfy, qui est une application unidirectionnelle de transfert d'argent depuis le Canada, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe, dont la France ou encore l'Angleterre. Premier avantage, le destinataire n'a pas besoin de télécharger l'application pour recevoir les sous qui lui seront directement transférés par Mobile Money. Alors, qu'attendez-vous pour faire plaisir à vos proches? Yo l'équipe, bien quoi, bienvenue dans ce nouveau numéro du 11 interview consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive béninoise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un acteur principal du football béninois, ancien défenseur de la National Mannschaft, du Bayern de Munich ou encore des Girondins de Bordeaux, reconverti plus tard en entraîneur. Il a eu l'occasion de coacher des joueurs comme Zinedine Zidane, Christophe Dugarry ou encore Lizarazu. J'en passe sur le continent africain. Il a eu à lancer un certain Victor Osimhen et depuis 2 ans, il est à la tête de la sélection nationale du Bénin, les Guépards, où il essaye de remplir les missions ou d'accomplir les missions à lui assignées. Vous l'avez sans doute deviné, je veux parler de M. Guénotre. Guénotre, bonjour. Bonjour Mariano et merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour avoir accepté donc de partager ce moment avec nous et avec toutes les personnes qui nous suivent. Alors, très vite, j'ai envie de vous demander comment ça se passe à la tête de l'équipe nationale du Bénin. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Oui, ça se passe assez bien. Ça fait 2 ans, presque jour pour jour, puisque je suis arrivé en mars 2023, Tout à fait. que nous sommes ensemble avec une mission qui était de rajeunir l'équipe, de construire un groupe de guépards, puisqu'on avait changé de nom, rappelez-vous, c'était avant un autre nom, un peu moins agressif, avec les écureuils. On est devenu les guépards et de correspondre un peu à cette image d'une équipe qui veut aller de l'avant, qui est combative, qui est solidaire et qui montre des qualités et sur le terrain, mais aussi en dehors. Et il fallait rajeunir l'équipe parce que j'avais trouvé un ensemble qui était quand même assez âgé, avec une moyenne d'âge de plus de 30 ans, des joueurs en fin de carrière, 4 ou 5, et dont un capitaine, voire 2 capitaines qui étaient Cessignon, Adenan, qui étaient de super joueurs, mais qui, quand tu arrives à 39 ans ou 40 ans, le moment est venu aussi d'arrêter le football. Et donc, on a réussi à trouver des joueurs, des jeunes joueurs, des moins de 20 ans, pour remplacer petit à petit ces anciens joueurs. Dans un de mes premiers matchs, j'ai déjà intégré, d'ailleurs, contre le Rwanda, c'était Hassan Imran, tout de suite. On avait peu de temps pour se préparer. Le match était le mercredi. On est arrivé, les joueurs, lundi, mardi, avec un seul entraînement complet. Bref, c'était pas simple au début. Et petit à petit, c'est venu. Et on peut dire qu'aujourd'hui, avec une étape importante qui était de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons réussi à nous qualifier pour le Maroc et que l'équipe a quand même montré une grande force mentale aussi de se qualifier dans un groupe difficile en ne faisant aucun match depuis juin 2023 à domicile, en jouant tous les matchs à l'extérieur. Les matchs soi-disant à domicile étaient en Côte d'Ivoire et les matchs à l'extérieur étaient à l'extérieur, souvent. Donc c'était difficile. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tout se passe bien comme vous l'aviez prévu ou peut-être vous l'aviez imaginé en acceptant ce challenge? Dans l'ensemble, oui, puisque les règles ont été respectées, les règles de fair play, de respect, avec un staff qui avait connu au Nigeria déjà de bonnes choses ensemble, médaille de bronze à la CAN, qualification pour la Coupe du Monde, avec l'équipe la plus jeune de la Coupe du Monde de 2018. Et voilà, donc il voulait absolument que je vienne. J'ai dit, écoutez, je vais encore accepter votre proposition à condition qu'on me laisse travailler librement. Et c'était le cas au début, sans aucun problème. Et voilà, et comme souvent, avec le temps, il peut y avoir un peu de friction. Et c'est ce qui s'est passé après notre dernière rencontre.
qui était contre l'Afrique du Sud. Sud. Toujours pas à domicile, parce qu'on aurait joué à domicile devant 30 000 au Stade de l'Amitié en nocturne. Ça aurait été une autre ambiance. Tout à fait. Pour battre le premier, qui était l'Afrique du Sud, et peut-être devenir premier soi-même. Mais au lieu de quoi, on était dans un stade vide. Personne, dans la grosse chaleur de mardi après-midi, après un match de lundi soir de la Côte d'Ivoire, dans le même stade. Aucune ambiance. Un adversaire qui se connaît bien, qui nous a baladés un peu. Et l'équipe n'a pas pu répondre présente. Aucun soutien de supporters. Bon, bref. Forcément, le deuxième homme, il est toujours important dans ce genre de... Oui. Tous ceux qui ont joué au football savent que deuxième homme, une remontada ou un renversement de situation, c'est possible quand tu as le public avec toi. Et faire des exploits, il te faut un public. On l'a fait ici à Bordeaux contre le Milan AC, perdu 2-0 là-bas, gagné 3-0 avec Zidane, Dugarry et Lizarazu. On les a éliminés grâce aussi au soutien du public. On sait que c'est tellement important. C'est ça. Et en fait, comment concrètement vivez-vous cette expérience d'être à la tête de l'équipe nationale? Est-ce qu'on pourra dire, jusque-là, que vous êtes satisfait ou... Oui, plutôt oui. Bien sûr, il n'y a pas une satisfaction totale, mais le chemin qu'on a adopté avec les jeunes joueurs est le bon chemin. Et l'équipe a montré, à travers sa qualification pour la CAN, qu'elle a répondu présente. C'était des conditions très difficiles. Il fallait aller, par exemple, faire les 2 derniers matchs contre le Nigeria en Côte d'Ivoire, avec un public acquis à la cause de Osimhen. Derrière chaque but dans le virage, ça criait Osimhen, 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 alors qu'on menait 1-0. Et il a fini par égaliser. Donc, ce n'était pas vraiment un match à domicile, mais on a fait le point qu'il fallait. Et puis après, il fallait encore faire un match nul en Libye, dans un traquenard. C'était une violence inouïe. Je dirais la première de votre histoire, peut-être? C'était comme ça, je l'avais rarement vécu, qu'on vienne frapper des membres de mon staff, qu'on vienne nous courir après, pour nous menacer, pour nous agresser, qu'on nous attaque même dans le bus après le match, après avoir été enfermés 1 heure dans le vestiaire. Ils nous ont laissé sortir, mais ça a été dangereux également. On nous a tapé dessus. On est même rentré, on pensait qu'ils venaient pour nous protéger. Les gendarmes sont rentrés dans le bus pour nous matraquer. Ça, c'est pas des choses à vivre. Voilà. Là, on veut jouer au foot. On joue au foot, pas de violence. Et voilà. Normalement, le football ou le sport en général est censé créer de la cohésion, pas voilà, créer de ce genre de violence. Et ça, c'est vraiment des choses que les autorités doivent vraiment, vraiment sanctionner. Tout à fait. Je trouve. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous a concrètement motivé à accepter ce challenge, en fait? Est-ce que la proximité avec le voisin que vous aviez entraîné précédemment vous a donné envie ou voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce challenge? On était venu en effet avec le Nigeria faire un match. C'était à Porto Novo. Un des derniers matchs, l'avant-dernier match de la qualification pour la CAN. Et voilà, ça laisse quand même un souvenir très, très amer pour les Béninois parce qu'en ce temps-là, vous nous aviez empêché d'aller à la CAN. Oui, oui. On était venu gagner 1-0, mais le Bénin avait toujours la possibilité, en faisant un match nul à la Sierra Leone, pour se qualifier. Donc on ne peut pas dire que c'est nous qui les avons éliminés. Ils avaient toujours la possibilité avec un match nul. Le bon Comme nous, là, en Libye, il fallait faire un match nul. On l'a fait. Ils n'ont pas réussi à le faire. Donc donner la faute au Nigeria, c'est un peu léger. Ou donner la faute à Rohr, c'est aussi léger. mais c'est vrai que bon, j'avais une bonne équipe, en effet. Et c'est pas comparable. J'avais des joueurs au Nigeria qui jouaient en Premier League. Je regardais la Champions League, je voyais mes joueurs. Ici, je regarde la Champions League ou l'Europa League ou l'Europa Conférence. Je ne vois personne sauf un qui jouait en conférence, c'était Olivier Verdon. Voilà, et que je n'ai pas pu sélectionner dernièrement. Voilà, donc c'est différent, mais ce challenge-là m'a excité. J'ai dit quand même, il doit y avoir des jeunes joueurs. J'avais vu un peu les U20. J'ai dit, tiens, il y a du talent là-dedans. Ils avaient fait la CAN en Égypte. C'est ça. Et c'est là-dedans que je puisais 5 ou 6 éléments pour pouvoir reconstruire l'équipe. D'accord. Alors, justement, en parlant d'équipe, comment est-ce que vous décrivez votre philosophie de coaching?
Et comment vous l'appliquez jusque-là à notre équipe nationale, les Guépards? Voilà, alors ma philosophie est basée sur le respect mutuel, avec les joueurs qui sont les acteurs principaux pour faire gagner le pays. Et pour cela, il faut un staff solidaire, loyal, compétent. Je peux emmener des assistants que j'avais au Nigeria et nous avons pu travailler pendant plusieurs mois, on va dire, pour voir quels joueurs on peut prendre pour remplacer ceux qui ont arrêté leur carrière ou qui n'avaient plus le niveau pour jouer avec nous. Donc la philosophie, c'était de voir, de donner la chance aux jeunes, d'expliquer aux anciens, de laisser la place. C'est jamais facile, mais aussi d'avoir parallèlement à ça des résultats. Quand je suis arrivé, les 2 premiers matchs étaient perdus contre le Sénégal et la Mozambique. C'est ça. Et donc partir avec 0 point après 2 matchs, c'était compliqué pour se qualifier pour cette CAN. Mais on a quand même obtenu 5 points dans les 3 matchs suivants. C'est ça. Et il restait un dernier match qui était donc une finale au Mozambique qu'on a failli remporter. Mais là aussi, le public, le 12e homme, 50 000 personnes, a poussé l'équipe, malgré notre ouverture de score, à se surpasser. Bon, bref, on a eu encore une finale là-bas. Et puis, l'objectif était après de se qualifier pour la CAN suivante, où j'avais vraiment les pleines responsabilités, puisque j'ai pu préparer l'équipe. Tout à fait. Alors, le Bénin, justement, vous parlez de CAN, le Bénin sort d'une trêve, on va dire, peu réussie par rapport à ce qu'on a pu constater lors des éliminatoires de la CAN, où on est quand même arrivé à se qualifier. Et quel est votre ressenti après ces 2 rencontres-là, sachant qu'on a fait match nul face au Mozambique et qu'ensuite on a été battu par l'Afrique du Sud? Oui, on a fait match nul contre le Zimbabwe, pas le Mozambique. C'était un Zimbabwe de haut niveau, qui a un nouvel entraîneur allemand depuis 8 mois. Et dans les 8 derniers matchs, il n'a perdu qu'un seul. C'est une bonne équipe. Avec un seul joueur, le capitaine, qui vaut 2 fois plus que toute notre équipe. C'est Mounetsi qui joue à Wolverhampton et qui est parti pour 18 millions de Reims là-bas. On n'a pas ça. Il y a une équipe de Zimbabwe qui est méconnue du grand public, parce que pour le moment, elle n'avait jamais fait de grandes victoires dans le passé, mais elle est très bonne, cette équipe. Elle s'est qualifiée aussi pour la CAN. Et donc, cette équipe-là, il faut l'affronter en étant vraiment au top. Nous n'étions pas au top. Il nous manquait 3 de nos meilleurs joueurs, Tosin, Cédric Undonji, Olivier Verdon. Nous avions un voyage difficile d'Europe pour aller là-bas, avec des problèmes de billets d'avion, mauvaise organisation. Arrivée des joueurs l'avant-veille de match, après 15 heures de vol, en classe économique. Quand tu fais 1m90, c'est pas simple. On avait demandé des premiums, on n'a pas pu les avoir. Et du coup, il y avait une fatigue qui est venue, surtout en deuxième mi-temps, qui s'explique aussi par le ramadan qu'ont fait 5 ou 6 joueurs qui n'ont pas mangé, pas bu pendant déjà 15 jours, qui font une exception le jour des matchs, mais c'est pas assez. Et qui s'explique aussi par des erreurs individuelles. Quand tu mènes 2-0 contre une équipe comme ça, et que tu prends un but juste avant la mi-temps, la dynamique change de camp. Poussé par un public fanatique, 6000, qui était là, qui faisait un bruit incroyable, cette équipe a réussi à revenir sur un coup franc, égalisant à la 60e minute. Voilà, et après, on pouvait même perdre le match. Heureusement, on l'a évité. Et on a obtenu un point du match nul à l'extérieur. Du coup, les gens étaient déçus, et moi aussi, parce que quand tu mènes 2-0, tu penses pouvoir gagner. C'est ça. Mais on n'avait pas la force physique, ni la force peut-être... En gros, les joueurs voulaient, mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Les jambes étaient fatiguées, il y a eu la blessure de Dodo, il y a eu la sortie sur blessure de Moumini, et on a dû faire rentrer des joueurs qui n'étaient pas non plus à leur meilleur niveau. Et du coup, notre effectif n'était pas à la hauteur, dû à la fatigue, dû au changement, dû aussi aux circonstances du match, un adversaire survolté et puis porté par son public, et ça fait un match nul. Mais finalement, le match nul contre le Zimbabwe n'est pas un mauvais résultat. Vous avez vu qu'ils ont fait match nul aussi au Nigeria, quelques jours après.
en ayant failli de gagner aussi même. Et non, ça, c'était pas un mauvais point en fin de compte. C'est le match contre l'Afrique du Sud qui était raté. Ça, l'équipe n'était pas à la hauteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore un voyage, mais là, on a eu heureusement un avion direct que le ministère nous a mis à disposition. Le ministère, quand même, qui nous aide beaucoup, il faut dire. Mais il y a des problèmes d'organisation, c'est l'agence de voyage. Quand tu arrives au guichet et ton billet n'est pas payé, que tu dois payer toi-même, c'est arrivé à 2 joueurs. Et si tu veux faire une Coupe du Monde, il faut se donner les moyens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire il doit y avoir une organisation minutieuse qui prenne en compte tous les détails. Voilà. C'est un ensemble, en fait, qui conduit vers cet objectif. Oui, et puis les voyages, quand tu as déjà des joueurs qui ne jouent pas tellement dans le club, qui ne sont pas armés pour faire 90 minutes de haut niveau, ici, en plus, il y a des problèmes de ce genre, de voyage, de fatigue, d'arriver un seul jour de préparation sur place. C'est pas parce que tu es dans un bon hôtel que tu vas pouvoir récupérer. Ils font de bonnes choses, ils nous aident beaucoup, mais il y a encore des lacunes. C'est ça. Si on dit ça, c'est pas pour donner la faute à telle ou telle autorité, c'est pour faire mieux la prochaine fois. On n'a pas le meilleur effectif d'Afrique. Loin de là, beaucoup de joueurs ne jouent pas. On n'avait que 2 ou 3 joueurs qui étaient titulaires indiscutables dans leur club depuis un certain temps. Sur 11 ou 14 qui jouent, ça fait pas beaucoup. Alors, tout n'est peut-être pas encore terminé mathématiquement. Le Bénin est toujours 3e à égalité de points avec le Rwanda. Et est-ce que vous vous êtes déjà dit, à un moment donné, qu'il fallait utiliser ces éliminatoires-là pour préparer la CAN qui arrive? Absolument. La CAN qui arrive passe à travers les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit ce qu'on doit améliorer. C'est là qu'on est vraiment dans un esprit de compétition. Ce n'est pas les matchs amicaux qui te donnent toujours les meilleures indications. Et là, c'est vraiment la vérité. On a vu tous nos défauts contre l'Afrique du Sud. Sans avoir été aidé, évidemment, mais on a vu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire contre une équipe qui a les automatismes. Pourquoi ils ont 7 ou 8 joueurs qui jouent au même club, Mamelodi Sundown, qui est d'ailleurs en demi-finale de la Champions League maintenant, qui s'est baladé contre l'Espérance de Tunis. Possession de balle, 81%. Et on a joué contre ces gens-là qui se retrouvent en équipe nationale. Ils ont des automatismes que nous n'avons pas. Et aussi la deuxième équipe, c'est pareil, les Orlando Pirates, où il y a 3 ou 4 joueurs dans le 11 qui étaient buteurs. C'est aussi une très, 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 très bonne équipe. Donc ça fait un bloc équipe qui est pratiquement comme un club. Et ça, pour moi, en ce moment, l'Afrique du Sud est une des meilleures équipes africaines avec le Maroc. Les supporters béninois, Ganotro, sont, on va dire, mécontents de la façon dont l'équipe se comporte, l'équipe joue. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Vous nous écoutez? Vous avez un canal pour... On voit des gens qui sont mécontents parce qu'ils perdent un match. C'est normal. C'est la passion du football. On ne peut pas être applaudi quand on perd et quand on fait un match contre l'Afrique du Sud. Et si on n'est pas applaudi, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans le stade. C'est parce qu'ils regardent à la télé. Donc, on comprend tout ça. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut perdre et être quand même content de la production de l'équipe, c'est-à-dire de ce que l'équipe fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne se focalise pas que sur le résultat. Et ça va dans les deux sens, parce que à l'inverse, on peut être mécontent quand même, malgré le résultat qui tourne en faveur. C'est-à-dire on se dit, bon, dans le fond, voilà, ça ne se présente pas réellement comme... Qu'est-ce que vous faites concrètement pour améliorer en fait, la manière de jouer de l'équipe voilà. Ce qui compte, c'est pas seulement le résultat, c'est le contenu du match. Exactement. Et surtout dans les matchs de préparation. On avait eu ça contre le Sénégal à Amiens, où on a raté un penalty pour ouvrir le score. Justement. Où on perd sur un penalty après, Exactement. un peu contre le cours du jeu. On méritait largement un match nul. On a perdu, mais on avait fait un super match. Exactement. Et justement, les gens étaient contents. Voilà. Et c'est vrai qu'on doit regarder les deux. Depuis Amiens contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les derniers champions d'Afrique,
nous avons vu que nous pouvons hausser notre niveau de jeu et qu'on était dans le vrai. Et les résultats suivants nous ont donné raison. On a battu le Nigeria, mais même n'étant pas chez nous, c'était à Abidjan. On a battu le Rwanda. On a réussi à enchaîner des résultats parce qu'aussi on avait 10 jours de préparation au mois de juin où les autres en face, qui font tout le match dans leur club, étaient fatigués puisqu'ils étaient en fin de championnat et officiellement en vacances. Nous, on n'était pas fatigués parce que les joueurs ne jouaient pas beaucoup dans leur club et on avait 10 jours ensemble se préparer comme un club pour une fois. Ça nous a permis de trouver un équilibre. C'est ça. Mais on comprend très bien qu'on ne peut pas se satisfaire d'une prestation comme la dernière, mais elle s'explique. Encore une fois, la qualité de l'adversaire, le ramadan pour la moitié de l'équipe, l'absence de public, une chaleur extrême qui a fait arrêter l'arbitre 2 fois le match pour boire. Il n'en pouvait plus lui-même, milieu de première mi-temps, milieu de deuxième mi-temps, le siffle, aller boire. Mais les gens devant la télé ne voient pas tout ça. Et c'est normal qu'ils critiquent. Mais il y a aussi des gens qui comprennent et qui ont des commentaires. Écoutez un peu peut-être ce qui ne va pas au niveau de la préparation, du temps de jeu des joueurs, au niveau des déplacements, qu'on peut peut-être faire mieux pour permettre à l'équipe, contre des grandes équipes comme l'Afrique du Sud, de faire une meilleure prestation. Et ça, on va travailler là-dessus, se remettre en question. On a eu une réunion avec le comité exécutif qui a été un échange. C'était surprenant parce que c'était devant les caméras. Mais bon, c'était le choix de la fédération. Ça permettait aux gens de voir toutes les questions qu'on peut se poser et aussi un peu les réponses qu'on peut donner en tant que sélectionneur. C'est ça. Alors, pensez-vous, parce qu'aujourd'hui, il y a une évidence, les joueurs qu'on a jouent très peu dans le club. Pensez-vous qu'on va réussir une CAN, ou du moins, parce que vous avez la responsabilité quand même de donner des résultats, est-ce qu'avec cet état de choses, si rien n'a changé d'ici décembre, janvier, pensez-vous qu'on pourra quand même faire, parce qu'à la CAN, c'est un autre niveau, il y a des équipes, de très bonnes équipes qui vont élever leur niveau. Et d'ailleurs, il y a notre adversaire du Botswana qui est dans notre groupe, qui est un adversaire quand même à redouter aussi. Et pensez-vous qu'on va réussir à faire une bonne CAN si rien n'a changé? Je pense que oui. Je vais vous donner les raisons. Premièrement, ça ne fait qu'un match là qu'on a raté. Franchement, c'est depuis 1 an. Deuxièmement, il ne faut pas tout brûler parce que tu perds un match contre l'Afrique du Sud en plus, avec des explications logiques. Ensuite, je pense qu'on va être prêt. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une saison de transfert. La saison va se terminer en mai. Après, il y aura juillet, mi-juin, mi-juillet, mi-août, 2 mois de période de transfert où les joueurs qui ne jouent pas doivent aller dans des clubs où ils jouent, où ils trouveront le temps de jeu. Par exemple, Steve Mounier, qui voulait déjà partir, notre capitaine, et aller à Cologne de Augsbourg à la dernière saison de transfert, au mois de janvier. Finalement, il n'a pas pu y aller. Il aurait joué à Cologne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, au cas où, besoin d'un remplaçant. Donc, c'est frustrant. Ça va changer, puisque prochaine période de transfert, ils vont le laisser partir. Il a besoin aussi de jouer. Il a le droit aussi de jouer. D'autres joueurs sont dans le même cas. Et je pense que cette période qui va venir va permettre à nos joueurs de trouver des clubs où ils auront davantage de temps de jeu. D'accord. Bon, c'est ce qu'on espère tous, que les équipes arrivent à quand même s'afficher, afficher un niveau intéressant lors de la prochaine CAN. Alors, un sujet assez préoccupant pour les Béninois, c'est notre milieu de jeu. Aujourd'hui, on a remarqué que depuis le départ de Stéphane Sessegnon, on n'a plus vraiment ce joueur capable de mener le jeu, de distiller les passes qu'il faut. Et du coup, depuis le match de Amiens face à la Côte d'Ivoire, Kenotro a opté pour un milieu composé de joueurs ayant le même profil. Est-ce que cela ne joue pas contre l'équipe? Parce que quand vous prenez Imoran Hassan ou Cécile Dameda ou encore Doudou Doku, ce sont tous des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs de projection vers l'avant qui
sont pas formés dans ce registre-là. Donc, comment est-ce que vous expliquez ça et pourquoi toujours les mêmes choix? Ce milieu de terrain qu'on a trouvé depuis Amiens nous a donné une qualification pour la CAN et qui avait été ratée 2 fois de suite. Si on se fie aux faits, des arguments indiscutables, avec ce milieu de terrain, nous nous sommes qualifiés pour la CAN. Je suis d'accord. On ne peut pas dire que ce milieu de terrain n'était pas bon. Non, pas ça. Ce milieu de terrain nous a donné une assise, un bon pressing, a été la révélation aussi d'un joueur qui se propulse très bien vers l'avant, à tel point qu'il marque des buts et qu'il fait marquer, comme a montré le match en Afrique du Sud contre le Zimbabwe. C'est Dodo Doku, qui est devenu un joueur plus créatif, plus offensif, tout en gardant ses qualités de pressing. Et il peut se transformer en deuxième attaquant, voire meneur de jeu. Et ce n'est pas parce qu'au départ, il était un numéro 6 qu'il ne peut pas augmenter sa créativité et sa possibilité d'emmener quelque chose vers l'avant. Nous avons 3 attaquants, dont un qui est un milieu offensif, qu'on a mis sur le côté gauche, c'est Olaitan, qui rentre et qui peut aussi se transformer en meneur derrière 2 attaquants qui pourraient être Steve Mounier et Tosin ou Ndonji, qui ont tendance à aller plus en pointe. Donc, quand vous regardez de près, il n'est pas juste de dire que nous n'avons personne pour délivrer des passes décisives, pour mener le jeu. Ce n'est pas parce que vous portez le numéro 10 et que vous avez un nom de meneur de jeu que vous avez d'un seul coup une meilleure construction dans le jeu. Aujourd'hui, le meneur de jeu, il doit travailler aussi, il doit presser. Ce n'est plus le numéro 10 qui attend les ballons pour faire les passes décisives. Regardez le Barça. Tout le monde travaille au milieu du terrain. Il n'y a personne qui se contente d'attendre la balle pour faire la passe vers l'avant décisive. Donc le football a évolué et je pense que Dodo est capable de faire ça. On va quand même se remettre en question et étudier aussi un autre système de jeu qui nous permettra peut-être aussi avec 3 défenseurs centraux d'avoir une meilleure assise défensive, parce que notre vrai problème, c'est défensivement sur les côtés. C'est là qu'on est très fragile et que nous devons malheureusement encore encaisser des buts, 2 buts ici, 2 buts là-bas, parce que sur le côté, on n'est pas bien et qu'on est pris dans le dos, par exemple, et qu'on laisse centrer l'adversaire. Donc on doit travailler sur ça et on a des idées là-dessus. D'accord, super. Alors, je me suis... Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, je me suis demandé mais pourquoi, en fait, vous ne faites pas confiance à Junior Olaitan dans ce rôle-là, sachant que c'est là qu'on l'a réellement connu. Il s'est révélé dans ce... il a été formé d'ailleurs dans ce type de configuration. Pourquoi vous ne le faites pas confiance? Enfin, vous ne le positionnez pas souvent en tant que meneur de jeu? Quand vous le positionnez à gauche, et qu'il vous marque 2 buts contre les champions d'Afrique, on se dit, c'est peut-être pas mal comme solution. C'était ça le point de départ, si vous le rappelez bien, Amiens. Tout à fait. Et après, il a enchaîné les bonnes performances à la même position. Et on avait trouvé un équilibre et la qualification pour la CAN en jouant comme ça. Et ce n'est pas parce que vous perdez un match qu'on doit tout remettre en question. Tout ce qui se fait pendant 10 matchs, c'est oublié. Quand même, on doit... Et puis on l'a fait finir derrière Fiokbe et un autre attaquant en son numéro 10. Et voilà, donc si vous voulez, c'est pas qu'il faut tout remettre en question, parce qu'une fois ça n'a pas marché. Il faut garder quand même en vue ce qui s'est bien passé et sur lequel on a pu construire une nouvelle équipe et se qualifier pour la CAN. La Coupe du Monde, c'est un autre niveau. Vous avez des équipes de très haut niveau qui sont là-dedans. Et bon, déjà pouvoir rêver en tant que Bénin de participer encore après 5 matchs. Parce que si l'Afrique du Sud perd ses 3 points contre le Zimbabwe, on n'a que 2 points de retard sur l'Afrique du Sud. Donc tout est encore jouable et tout serait encore
plus simple si on pouvait jouer à domicile les 2 prochains matchs que nous espérons. Voilà, donc il ne faut pas non plus oublier d'où on vient, qui on est, quels sont nos joueurs, dans quel club ils jouent, ou ils ne jouent pas malheureusement, et il ne faut pas perdre de vue la réalité des choses. Alors, toujours dans la continuité de ma question, est-ce que Matteo a une envie qui, pour moi, a une bonne patte gauche, ne pourrait pas prétendre à ce type de poste, ne pourrait pas jouer dans ce type de configuration? Il pourrait prétendre s'il jouait dans son club. Malheureusement, dans son club suédois, où il était l'année dernière, qui est descendu, ça ne s'est pas très bien passé. Il n'a pas progressé. Il est parti en Russie, en deuxième division. Ce club de deuxième division ne l'a pas libéré le dimanche, comme si vous le savez, minuit commence la fenêtre FIFA, comme on l'appelle, pour pouvoir disposer des joueurs. On ne peut pas les faire venir avant. Si le club a un match le dimanche, on ne peut forcément. Mais eux, ils ont joué le lundi en deuxième division russe et ils ont dit, tu dois rester. Nous, on leur a dit, vous devez le libérer. Et lui, dans cette position, il a dit, je reste. C'était un peu décevant pour nous de ne pas pouvoir disposer de lui. Donc, tu ne peux pas arriver le mardi, voire le mercredi, la veille de match, pour prétendre jouer le lendemain, alors que tu n'étais pas là comme les autres. Alors, est-ce que moi, la question que je me pose, est-ce que c'était opportun de le laisser venir dans ce type de configuration? Parce que vous avez raison. À Abidjan, il y a Romaric Amoussou qui aurait pu être appelé aussi. Parce que là, on comprend très bien que le joueur s'est retrouvé dans une situation où il fallait quand même prendre une décision, n'est-ce pas? Oui, nous avons pris la décision. On lui a dit exactement ce que vous venez de supposer, c'est de dire c'est pas la peine de venir la veille de match. Donc, tu viens directement à Abidjan. Tu ne vas pas faire le voyage en Afrique du Sud pour repartir, pour être dans la tribune et repartir. Donc, on lui a dit, tu ne viens, on est 25, on peut mettre 23 sur la feuille de match, et tu viens que pour le match de Abidjan. Qu'est-ce qu'on a fait? Malheureusement, Romaric, que nous avions invité là-bas pour qu'il nous rejoigne dans le groupe, mais il ne jouait pas du tout dans son club de la SEC. Sinon, ça aurait été évidemment une logique. Mais si un joueur ne joue pas du tout dans un club comme ça, c'est pas non plus une... Mais le gaucher Alain Vie est intéressant. Mais il faut qu'il joue dans le club et qu'il faut soit à l'heure ou qu'il faut qu'il soit vraiment un élément qui nous aide. D'accord. Mariano Arongo, Fatidjikou Samadou, Ghislain Rouleau sont des joueurs que vous convoquez régulièrement et qui jouent aussi, qui ont du temps de jeu dans le club. À quand les chances? Oui, alors on a donné la chance à Samadou, comme vous avez vu. Il est rentré, il a fait un bon match. Il a remplacé Dodo Doku, il a fait un bon match. On ne peut pas donner la chance à tout le monde en même temps. On a déjà fait participer Ghislain, on a déjà fait participer Mariano, mais on ne peut pas le faire chaque fois. Quand vous avez 23 joueurs, voire 25, vous ne pouvez pas faire participer tout le monde. Et on a fait, il me semble, 4 changements dans le premier match. On a fait 5 changements dans le deuxième match. Il reste toujours des joueurs, quand vous êtes 25, qui ne peuvent pas participer. C'est 16 au maximum. Donc le choix est toujours triste pour ceux qui ne peuvent pas rentrer. Mais c'est la loi du football. Alors ces questions, on les pose quand vous perdez, mais quand vous gagnez, personne ne les propose, ces questions-là. Je pense que, vous voyez, que le piège, c'est de croire, quand on perd un match, on doit toujours trouver les fautes dans les changements des joueurs, de la composition d'équipe, du placement tactique sur le terrain. Et quand vous gagnez, on ne me pose jamais ces questions-là. Alors, voilà, c'est comme ça. Je sais que la victoire, tout le monde oublie
ce qui s'est passé, les changements. Mais dans la défaite, on va chercher bien sûr l'erreur partout. Et c'est comme ça, la passion du football veut que ça soit comme ça. Alors, de ce que je comprends, Guénot opte pour l'équilibre de 111 ou l'équilibre de son groupe. C'est bien ça. On opte pour ce qui nous a rendu la solidité dans l'équipe et le succès qui était d'aller à la CAN dans des conditions difficiles. Donc, ce qui nous a permis cette organisation-là, cet état d'esprit, de solidarité, de combativité, de sacrifice aussi pour le pays et pour l'équipe, cet état d'esprit, on ne va pas déroger de ça. Il nous faut ça. Et celui qui n'adhère pas à cet état d'esprit, d'aimer vraiment le maillot, de donner tout pour son équipe, de se sacrifier, de laisser tomber le match du lundi parce que je dois venir le dimanche. Voilà, c'est des choses qui... On avait aussi, quand je suis arrivé, un deuxième match contre le Rwanda où il y avait un match le mercredi au lieu du mardi qui était la fin de la fenêtre FIFA. Donc il fallait l'autorisation des clubs et il fallait aussi l'autorisation, l'acceptation des joueurs. Déjà, on a vu déjà un peu qui a bien voulu rester avec nous dans des conditions difficiles. Vous voyez, c'est des révélateurs, c'est un peu des révélateurs. Et on voit tous les jours dans le comportement des joueurs, dans le comportement à l'entraînement, dans l'état d'esprit, dans le comportement hors de l'entraînement, dans le stage, dans les soins, dans le repos, dans la discipline, être à l'heure. On voit aussi un comportement que les gens ne voient pas parfois. Et tout ça, ça compte aussi pour juger un peu les joueurs. Justement, pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que les joueurs ont eu l'assurance que, une fois de retour en club, ils n'auront pas des problèmes? Parce que souvent, j'aime bien cette expression, l'état d'esprit bénin. C'est vrai, il y a la nation, mais l'employeur, c'est le club du joueur. Est-ce que derrière, les joueurs ont eu l'assurance à 100% que, une fois de retour en club, ils n'auront pas de problème avec le dirigeant et que la fédération ou le ministère, ou même vous, vous êtes assurés de tout ceci? Et malgré ça, ils ont décidé de rentrer en club. Parce qu'on a vu quand même des joueurs qui sont restés comme Steve Mounier. Et voilà, Steve Mounier, mais dont le club a demandé et qui jouerait qu'une seule mi-temps, je pense. Donc c'était en aller au retour puisqu'il revenait de blessure. Oui, ça c'était pour le match contre le Rwanda à domicile. C'est ça. Ils nous ont demandé, comme il revenait de blessure, de le faire jouer que 25 minutes. Oui. C'est ce qu'on a fait. Donc on collabore avec le staff médical des clubs, on échange avec notre docteur, avec notre kiné, et on respecte le deal, si on peut l'appeler comme ça, qu'on a avec le club, d'autant plus que je connaissais l'entraîneur, c'était un de mes joueurs à Nice, Eric Roy. Donc j'ai dit, Eric, il n'y a pas de souci, on ne le fera jouer que 25 minutes, c'est ce qu'on a fait. C'est ça. Il est rentré, il a marqué. Et ça peut arriver plusieurs fois d'avoir ce lien direct avec les clubs, surtout en cas de blessure. On a Tosin actuellement qui manque depuis plusieurs rassemblements déjà sur blessure, alors qu'il joue avant et qu'il rejoue après. Et il a des blessures musculaires et il nous manquait beaucoup encore là. C'est un joueur très important. Il était là pour le Nigeria et pour la Libye. Il n'était pas là les 2 derniers matchs. Mais on doit faire avec. On échange avec le staff médical, on échange avec les entraîneurs, mais on ne peut pas leur dire il faut faire jouer notre joueur plus souvent parce que nous avons besoin d'un joueur qui a un temps de jeu. On ne peut pas se mêler de leur travail. Mais on communique pour essayer d'avoir la meilleure solution possible et pour le club et pour l'équipe nationale. Je reste sur l'épisode au Rwanda. Quand le match devrait se jouer hors fenêtre FIFA, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les joueurs qui ont décidé finalement de partir avaient eu l'assurance qu'une fois de retour en club, ils n'auraient pas de problème avec les dirigeants? Oui, parce qu'on a beaucoup parlé avec les clubs et les joueurs. On a expliqué la situation et que la CAF a donc ouvert un jour de plus la fenêtre FIFA. On a donc dû jouer le mercredi parce qu'au départ, le Rwanda devait jouer le deuxième match
chez nous, rappelez-vous. Et Ils ont refusé, c'est ça. Ils sont partis après, il y a eu des tractations que nous ne connaissons pas et qui nous ont obligés d'aller quand même là-bas pour jouer un match à huis clos, pratiquement sur un terrain synthétique. Et c'est ça, de mauvaise qualité. Et ce n'était pas la seule histoire dans ce match, si vous vous rappelez bien. Parce que dans ce match, il y avait eu un joueur adverse qui n'aurait pas dû jouer. C'est ça. Et le numéro... Qui nous a permis d'avoir les 3 points. Et par la nous suite. avions suivi avec mes adjoints que le deuxième carton qu'il a eu contre nous n'a pas été noté, n'a pas été respecté. Et ce joueur-là était sur le terrain. Et du coup, c'était un dénommé Kevin. On a vu ce Kevin sur le terrain. On a tout de suite fait la réclamation. On a dit ce joueur ne doit pas être sur le terrain. Donc finalement, malgré le match nul là-bas, nous avons eu les 3 points. Et ça, au fait, c'est nous qui avons gagné ça sur le tapis vert. C'est ça. Et donc il faut toujours être attentif. Et apparemment, l'Afrique du Sud a fait la même erreur récemment en faisant jouer un joueur contre les autos qui n'auraient pas dû jouer. Voilà, donc c'est très complexe. Et l'histoire du Rwanda était vraiment une histoire incroyable, puisque un arbitrage au match aller chez nous qui a été très contesté. Il y avait plusieurs pénaltys pour nous pas donnés. Et du coup, cet arbitre-là a été exclu pour 1 an, suspendu par la CAF. Voilà. Bref, c'était déjà beaucoup d'aventures qu'on a eu un peu de temps avec le Bénin. C'est ça. Guénatre, faites-vous votre 11 entrant en vous basant sur ce que les joueurs ont pu faire à l'entraînement, ce que vous avez pu voir à l'entraînement, ou sur ce qu'ils ont fait dans leur club respectif avant de venir en sélection? Et ce qu'ils ont fait dans les derniers matchs avec la sélection. Donc il y a ce 3e élément aussi. Okay. Il faut tenir compte de tout ça parce que notre équipe, elle reste sur un match qui était au mois de novembre contre la Libye. Donc on analyse ce match-là. On voit un peu où est-ce qu'on était bien, où est-ce qu'on était moins bien. Donc on doit se baser sur ce qui a été bien fait là-bas. Oui. C'était quand même une bonne défense, même si on n'a pas voulu faire le 0-0. On a marqué un but d'ailleurs qui était derrière la ligne, qui n'avait pas été validé. Oui. Et puis aussi 7 cartons jaunes contre nous, dans un contexte très haut. Donc on doit voir ça. Aussi faire attention aux cartons jaunes, au deuxième tu es suspendu, de voir avec les joueurs, d'être prudent. Même si on se bat, il ne faut pas aller jusqu'au carton. Ensuite, on se base évidemment sur ce qui se passait dans les clubs. Et on se base sur ce qu'on voit à l'entraînement. Et sur la fatigue qu'ils ont compte tenu du voyage qui était très long dans des conditions difficiles. Voyager de l'Europe du Nord pour aller en Afrique du Sud, c'est pas seulement faire un voyage long, mais aussi de venir d'un climat vers un autre, d'aller vers une situation dans le nord de l'hémisphère vers le sud de l'hémisphère. Donc c'est pas évident en 48 heures. Voir comment ils ont récupéré, et avec le staff médical, avec le GPS que nous avons, qu'on n'a pas encore pour tous, parce qu'il n'y a que mon préparateur physique qui emmène les siens, il en a 8, et on ne peut pas les donner malheureusement, mais on a demandé de les avoir pour tous, pour pouvoir mesurer leur capacité de faire des efforts. Et ça se fait à l'entraînement, en effet, et on essaie de tenir compte pour mettre l'équipe en place. D'accord. Alors, un sujet qui a fait dernièrement fait couler beaucoup d'encre, est-ce que Guénatre fait confiance à Rodrigue Fassinou? Alors, Rodrigue Fassinou est un des joueurs locaux qui a, dans son club de Coton, fait de bonnes choses. Alors, il est toujours difficile, après, de dire je ne le fais pas jouer. Pourquoi ? Parce qu'il a fait des bonnes choses dans le club et parce qu'il a été sélectionné, mais il fait partie de 25. Il faut choisir 25 joueurs. Alors, 25 joueurs, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Il fait les deux. Donc, c'est intéressant pour un coach d'avoir un remplaçant comme ça. C'est pour ça qu'il est dans le groupe. Et s'il était convoqué, c'est qu'il le méritait. Mais on voit, en comparaison à d'autres joueurs, qu'il y a un peu de retard encore. Au niveau de la vitesse, on a les résultats de GPS. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut faire un choix. C'est un bon joueur.
Mais on a vu aussi qu'avec le CHAN, ils n'étaient pas capables de se qualifier contre le Togo. Donc, si vous croyez que vous avez vos joueurs locaux qui sont meilleurs que les joueurs en Europe, malheureusement, on doit dire que c'est pas forcément vrai. Parce que vous jugez la qualité d'un championnat local sur quoi? Vous le jugez sur les meilleurs joueurs qui sont supposés être au CHAN. Le CHAN a perdu contre le Togo, il n'est pas qualifié. Vous jugez sur le résultat des équipes représentatives en Confédération africaine de football et vous voyez qu'ils ont été très vite éliminés et ça fait une certaine durée de temps que déjà c'est comme ça. Et ensuite, vous les jugez sur les joueurs que vous prenez. Nous avons pris 6 joueurs du championnat local il y a 1 an et demi. Ces 6 joueurs que nous avons pris avec nous, ils ne sont plus dans le championnat local. Donc vous n'avez pas forcément encore la même qualité. Une fois qu'ils sont avec nous, qu'ils sont observés par les clubs, mais ils vont en Europe, ou en Égypte, ou en Tunisie, ou dans des championnats plus huppés, où ils peuvent gagner un peu mieux leur vie et faire une carrière meilleure. Mais ça prouve qu'on avait pris le meilleur, et ça affaiblit un peu aussi les équipes locales. Et vous ne pouvez pas avoir chaque fois la même qualité quand vous prenez déjà les 6 meilleurs la première année. D'accord. Alors, pourquoi? Parce que depuis que vous êtes là, depuis un certain temps, Rodrigue Fassouni est quand même constant. Pourquoi vous le faites toujours appel, sachant qu'il n'a pas le niveau, si je vous reprends? Parce que j'ai pas mieux. Okay. Mais justement, en parlant de ce côté-là, il y a quand même Melvin Doremus qui, cette saison, même si c'est en National 2, est quand même assez constant. Sur 24 matchs, il en a fait 24 en étant titulaire. Il les a tous finis. Il a même marqué un but. Il a aussi délivré des passes décisives. C'est un joueur qui était régulièrement sélectionné sous votre prédécesseur Michel Dessoué, que vous connaissez bien évidemment. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment, parce qu'on voit quand même que le Bénin a des problèmes sur le côté droit, avec Moumini qui, alors, n'est pas forcément au top de son niveau. On a nourri beaucoup d'espoir en ce joueur. Alors, forcément, il a plein d'avenir devant lui. Dans l'urgence, comparé à un joueur qui joue de façon très constante en club, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'aller chercher, d'aller voir et de le faire appel, puisque il a la capacité aussi de jouer à gauche comme à droite, par exemple? Oui, c'est vrai. Et nous l'avons vu, nous l'observons toujours. Mais on a trouvé Tamimou qui, ce poste de latéral, est vraiment plein de promesses. Il a la vitesse, et il a la force physique, le jeu aérien, il a la rigueur, la combativité, et il est jeune. Il va encore évoluer. Alors qu'il y a des joueurs dont vous avez parlé qui ont déjà 26, 27 ans, qui ne pourront plus tellement progresser, même s'ils veulent. Mais quand je parle de Melvin, il a quand même donné satisfaction, non? Pas trop. Il a fallu que je fasse des choix, et puis j'ai trouvé Moumini très intéressant dans le premier match qu'il a fait contre le Sénégal. On avait aussi Sankamao à gauche. Et c'est vrai que dans le championnat local, je vois les terrains sur lesquels il joue. J'ai vu René Pleven l'autre jour, le terrain synthétique. J'ai vu 2 matchs le week-end dernier. C'est impossible à jouer correctement au football sur des terrains comme ça. Et le championnat local souffre un peu de ça, de structure, que des terrains synthétiques. Et les joueurs ne progressent pas beaucoup, malheureusement. Ils progressent plus quand ils vont à l'étranger. Exemple Samadou, exemple Tamimou, exemple Hassan Imouran, exemple Todo Doku, et il y en a d'autres. Donc, si vous voulez, pour progresser, il est difficile au pays de progresser parce que le niveau de jeu est un peu insuffisant. Je sais que ça ne plaît pas aux gens, mais il faut regarder la réalité en face. Tout à fait. Et on veut progresser, on veut que les joueurs augmentent leur niveau, que ça soit physique, technique, tactique, mental. Et ça, c'est dans le nord de l'Afrique ou dans les pays européens qui peuvent le faire. Il faut vraiment les aider pour y arriver. Et
il y a beaucoup de joueurs maintenant que nous avons quand même aussi découvert à travers Roche, qui a fait vraiment de bonnes choses à des postes où on n'avait personne d'un seul coup, des blessures à droite, des blessures à gauche. Il a dépanné à droite, il a dépanné à gauche, il a dépanné dans l'axe. Il nous manquait Huntonji, Olivier Verdon, de très bons joueurs, les seuls qui jouent dans un niveau vraiment élevé, Ligue 1 française au Bulgare, Conférence Europe, et qu'on n'avait pas. On a trouvé Roche, il a fait le boulot. On a trouvé Momo Tidjani, ce qui a fait aussi de bonnes choses, même si au dernier match c'était plus difficile dans la chaleur d'Abidjan. Mais c'est pas fini. On va encore trouver. Je suis persuadé que Samadou va pouvoir faire de bonnes choses. On suit des joueurs comme Moulero, qui sont aussi des postes qui nous intéressent, qui ont eu des problèmes de visa pour aller en Europe, mais ça y est, c'est fait. On attend qu'ils jouent. On a des binationaux qu'on suit. Il y a Rodolfo, il y a des gens qu'on... Mais vous ne pouvez pas prendre 15 à la fois. Il faut doser les choses. Et petit à petit, comme on a fait là avec Fiokbe, qu'on a invité, on a fait faire les premiers matchs à Samatou aussi. Donc voilà, les choses vont venir, mais il faut un peu de temps. D'accord. Zulkaneri, c'est vous, je vais y arriver. Est-ce que ça vous parle? Qui ça? Zulkaneri. Oui. Alors on a l'observation des joueurs locaux qui sont faites par Moussa Latonji et aussi par Raymond, l'entraîneur des U23, avec lesquels on a vu encore des matchs le week-end prochain. On suit ce joueur aussi de l'arrière gauche de l'Auto. On suit aussi d'autres joueurs. Comme vous le savez, il y a la création d'une équipe A', qui va être composée de joueurs de moins de 23 ans en majorité. Il peut y avoir des exceptions. Mais là, cette équipe-là va se réunir à la fin du mois, déjà, pour pouvoir filtrer un peu, pour leur donner une chance. Avoir une équipe nationale de meilleurs locaux, c'est intéressant. Même si on n'est pas qualifié pour le CHAN, mais on ne va pas laisser tomber. On va essayer de réunir les meilleurs U23 pour faire une équipe qui peut, en même temps que nous, faire des matchs aussi. Voilà, et on va essayer aussi d'avoir les 3-4 meilleurs de cette équipe dans le rassemblement qu'on va faire au mois de mai, fin mai, pour pouvoir préparer le match au Maroc, qui est un match magnifique le 10 juin. C'est ça. Alors, votre objectif, c'était de rajeunir l'équipe aussi en partie. Vous l'avez fait jusque-là. Mais est-ce qu'une équipe n'est pas souvent aussi un mélange d'expérimentés et de jeunes joueurs qui sont en pleine progression? Au milieu, par exemple, vous avez un joueur comme Jordan Adeoti qui est revenu avec Laval, qui joue régulièrement depuis un certain temps. Est-ce que, sachant que le Bénin va participer à une CAN, il a déjà eu l'expérience d'une CAN, est-ce que ce n'est pas un joueur auquel vous pourrez penser? Le week-end passé, on a vu, il était titulaire en même temps que Moïse Adi Leroux face à Grenoble de Junior Laïtin. Tous les trois Béninois, ils étaient titulaires. Est-ce que Adeoti ne peut pas prétendre à un retour en équipe nationale? Jordan Adeoti n'a pas joué pendant des mois. Oui, mais là, il a repris. Voilà. Là, il a repris depuis peu, au fait. Depuis un certain temps. Depuis un mois. Depuis un mois, oui. Depuis un mois, à peu près, oui. Mais j'ai dû faire ma liste déjà il y a un mois. Donc là, il jouait pratiquement pas. Maintenant, il rejoue et on le suit. Et personne n'est exclu. Tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, ils auront leur chance. Mais si vous voulez, dans un esprit d'avenir, de rajeunissement du groupe, qui était ma mission, en fait, il est difficile pour l'avenir de compter sur des joueurs de 36 ans. Mais s'il est bon, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas sa chance. Donc on verra. Il y a aussi malheureusement le fait qu'à l'époque, il ne voulait pas aller au Rwanda, préférant pour ce fameux match-là qui était décalé au mercredi, préférant retourner malgré les assurances dans son club. Nous avons quand même des joueurs d'expérience qui sont là dans le groupe, qui sont par exemple Alakbe, qui est toujours dans le groupe, qui est pour nous quelqu'un d'important sur le plan moral, mental, guide aussi sur le banc de touche. Et nous avons également Cécile, qui est aussi trentenaire,
voilà, qui joue régulièrement avec son club de Chypre. Oui. Nous avons dans l'axe derrière des joueurs d'expérience qui sont Huntonji, Cédric, qui sont Olivier Verdon. Roche commence à avoir de l'expérience. Momo Tijani commence à avoir de l'expérience. Donc, ce n'est pas que des jeunes. Au fait, c'est la colonne vertébrale qu'on aime bien avoir l'expérience. On a Mounier devant. On ne peut pas dire qu'il n'en a pas. Si, bien sûr qu'il en a. On a Cécile au milieu qui en a. Si on reste sur cette vertèbre-là du milieu, eh bien, colonne vertébrale, elle est là. On a le gardien, on a l'axe, on a le 6 et on a l'avant-centre. Voilà. Si un de ces joueurs-là n'est plus là, il faudra un autre. On a même sur le banc encore des joueurs qui ont un peu d'expérience, si vous voulez. Mais on va regarder dans l'avenir vraiment la forme actuelle. Exactement. Et aussi le temps de jeu qu'ils ont dans le club. C'est ça. Donc, en tout cas, tout reste ouvert de ce que je comprends, de ce que vous expliquez. Jordan Oditi et tous les joueurs qui sont concernés pourront, en tout cas, prétendre à un retour et tout. Parce que dans l'opinion, on a l'impression que c'est parce que le joueur il est parti dans son club pendant cette journée off FIFA et qu'il aurait été écarté. Mais là, je pense que vous avez fait quand même de la lumière sur ça. Il n'est pas exclu. Est-ce que après cette période, vous avez eu des discussions avec le joueur? Oui, on a parlé ensemble. Okay. On a eu une bonne discussion ensemble. Et ce que je vous ai dit, je le lui ai dit aussi. Okay. Voilà. Évidemment, son expérience peut être utile, mais c'est aussi pas forcément l'avenir. Et quand on a des jeunes numéro 6 comme Hassan, comme Dodo, comme Samadou, il est dommage aussi de les enlever pour laisser la place à un garçon en fin de carrière. Mais ce qui compte, c'est de faire une bonne CAN. Il aura 37 ans. Peut-être une dernière pour lui, qui sait? Il aura 37 ans à ce moment-là. On verra comment il va être. Et on verra comment va être le jeune, comment il va évoluer. On prendra le meilleur. Alors, un autre cas, c'est le cas Sebi Osoko. On se rappelle, il y a un peu plus d'un an, vous semblez avoir dit que le joueur ne vous a pas convaincu techniquement. C'est ce qui a été relayé dans la presse. Mais au fond, quelle était votre idée à propos du joueur? Parce que je ne sais pas si après vous avez pu discuter avec le joueur, mais il a fait aussi un message sur ses canaux, comme quoi il ne reviendrait plus en sélection, donc il aurait pris sa retraite internationale. Tant que vous serez là, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été si mal perçu par le joueur? Ou bien qu'est-ce qui a pu pousser le joueur à avoir cette réaction après? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une question qu'il faut poser aux joueurs. Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je tiens compte de ce qu'il a expliqué, comme vous venez de le résumer. C'est qu'il a dit, tant que je suis l'entraîneur, il ne revient pas en équipe nationale. Donc, comme je suis toujours l'entraîneur, il ne peut pas revenir en équipe nationale. C'est logique. Donc, je ne vais pas convoquer un joueur qui a déclaré ça. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec lui après ça? Non, ce n'est pas à moi d'essayer de discuter. S'il dit qu'il ne veut pas revenir tant que je suis entraîneur, c'est à lui de m'appeler. Ce n'est pas à moi de dire « Est-ce que tu ne veux pas revenir, s'il te plaît ?» Alors, je suis toujours entraîneur. Il a été dit que c'est vous qui avez allumé la première mèche. C'est-à-dire que vous avez dit que le joueur ne vous aurait pas convaincu techniquement. C'était quoi l'idée? Je n'ai pas allumé aucune mèche. Okay. Si vous revenez au départ de ce qui s'est passé il y a 2 ans, je l'ai convoqué. Il était blessé. Okay. On l'a reconvoqué, il était encore blessé. Okay. Ça faisait plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu des preuves de ces blessures-là? Après, on l'a convoqué. Il est venu, mais il ne nous a pas convaincus. Okay. Après, on a entendu sa prise de position. Il ne veut pas revenir tant que je suis entraîneur. Ah, donc c'est simple, on reste sur ça. Je ne vais pas sélectionner quelqu'un qui a dit ça. Lenny Piringel, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On l'a vu, il était là lors de la qualification face à la Libye. Ensuite, pour les 2 dernières rencontres, on ne l'a pas vu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas joué. Malheureusement, c'est dommage parce que Lenny Piringel, que j'ai beaucoup vu au Girondins de Bordeaux, même en Ligue 2, il a fait des participations. Il nous a donné une excellente impression.
Après, son problème de Bordeaux a connu d'énormes problèmes avec l'administration, la relégation, la double relégation. Ouais. Et il s'est retrouvé sur le carreau. Il a changé de club. Il est parti à Quevilly-Rouen. C'est ça. Et c'est du National 1, il me semble. Voilà. Donc, et il ne joue pas. Alors, lors de la dernière journée, c'est une bonne nouvelle, il a été titulaire. Voilà. Donc, mais la dernière journée est venue après nos matchs. Et quand j'ai fait la liste pour nos matchs, il n'avait pas joué. Et je lui ai expliqué. Voilà. Mais c'est un des jeunes talents que nous suivons. Et il a accepté de jouer pour le Bénin, alors que il était aussi international français de moins de 17. Alors, je vais aborder un autre joueur, Jodel Dossou, qui a beaucoup aidé le Bénin, qui nous a quand même été très utile. Aujourd'hui, on ressent quand même que dans le poids de l'âge, ce n'est plus le joueur tout feu tout flamme, TGV, comme on l'a surnommé, ce n'est plus le même TGV. Aujourd'hui, quel est l'apport de Jodel Dossou dans votre équipe? Jodel Dossou est un grand ancien. Il nous a fait gagner des matchs contre le Nigeria, encore il n'y a pas si longtemps que ça. Il est rentré, ses coups de périté, ses buts marqués nous ont aidés à aller à la CAN. Il a changé de club, voire il a trouvé un club d'abord à Toulon. Et puis après, à la trêve, il est parti au Luxembourg en première division. Donc il a joué, mais il s'était fait un peu mal. Et je pense que cette blessure l'a empêché d'être vraiment en pleine forme. Ça nous a été peut-être un peu, pas caché, mais ça nous a échappé. Et il a fait une rentrée insuffisante en deuxième mi-temps contre l'équipe d'Afrique du Sud. Mais ce n'était pas le seul. On ne peut pas donner la faute non plus à Jodel Dossou. Non, ce n'est pas la faute, c'est prendre des nouvelles du joueur, son apport dans votre effectif, et faire aussi une analyse et se dire que est-ce que ce n'est pas peut-être le poids de l'âge aujourd'hui, les efforts physiques, alors que à côté, il y a quand même d'autres joueurs qui jouent dans le club, Andreas Mutondi. Oui. Voilà. Alors, on ne peut pas dire d'un côté, c'est le poids de l'âge, et dire pour un autre qui a 36 ans, il faut de l'expérience. Il faut savoir ce qu'on veut. On parle de la performance du joueur. Voilà, on parle de la performance du joueur et on parle aussi de l'âge, en même temps du poids de l'âge, si j'ai bien compris votre question. Oui, après, on peut être bien âgé et être performant. Oui, on est d'accord? Tout à fait. Voilà. Exactement. On le voit d'ailleurs avec Lewandowski. Regardez le but qu'il marque tout à fait. Encore récemment. À 36 ans. Voilà. Nous sommes d'accord là-dessus. Moi-même, j'ai joué jusqu'à 37 ans. Ah oui, donc, quand même. On a besoin d'expérience, mais on a besoin aussi de jeunesse. Et on a besoin toujours de travailler comme si on était là en tant que coach encore dans 10 ans, parce qu'on veut préparer aussi l'avenir en même temps. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire une bonne CAN et de bien terminer, si possible, dans les 2 premières places, cette qualification pour la Coupe du Monde. On peut encore rêver un petit peu. Et voilà. Mais il ne faut pas non plus perdre le sens de réalité. C'est pour ça que, pour revenir à Jodel Dossou, là, il n'a pas été bon. On va voir ce qu'il fait dans le club. S'il est bon dans le club, on va le rappeler, parce que ça peut être un ancien qui nous apporte, ne serait-ce que sur 20 minutes, comme il avait fait déjà dans le passé. On n'a pas des tireurs de coups de périté en pagaille, je veux dire. Ça aussi, c'est important. Les corners, les coups francs. C'était notre point fort aussi, un peu grâce à lui et grâce à Olaitan. Donc, du coup, voilà, à voir. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un dans ce domaine-là pour les coups de périté? Voilà, on suit Jodel. On sait que c'est quelqu'un qui, quand il est en pleine forme, peut nous apporter, même à 32 ans. Et que c'est un joueur qui a aussi, mentalement, et aussi avec son état d'esprit, un rôle à jouer. Quand il est physiquement en forme, tout dépend de là. C'est pour ça qu'il est important d'avoir aussi les appareils pour mesurer les efforts, la fréquence cardiaque, la récupération.
Et je les attends, ces appareils. Vraiment, ça nous servira pour mieux juger les joueurs quand ils arrivent en rassemblement. En parlant de jeunesse, qu'en est-il de Prince Ricardo Dossou ou encore de Chichao David, qui sont des joueurs que vous avez fait venir en équipe nationale première, parce que forcément, ils ont ce truc que vous avez pu voir. Aujourd'hui, ce sont des joueurs qui sont blessés entre-temps. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà, c'était 2 joueurs locaux que j'avais vus dans les matchs du championnat. Et j'avais vu Prince, il n'avait pas encore 17 ans, sur ce fameux stade René Pleven, sur une pelouse incroyable, faire des grands matchs. Donc, je l'ai convoqué, il n'avait pas encore 17 ans. L'Olympique de Marseille a vu ça, il l'a invité pour faire un essai. Difficile d'avoir un visa pour des mineurs. On l'a obtenu grâce à un ambassadeur et un consul qui nous a beaucoup aidés. Et à l'OM, ils ont détecté une blessure au genou. Il est allé à Bordeaux, il a fait un très bon essai, mais il fallait opérer les genoux, les 2 genoux, sur les ligaments croisés. Et après, il fallait trouver quelqu'un qui l'a fait. On l'a trouvé en Allemagne, quelqu'un qui paye tout. Et c'est pas facile. Payer une opération des 2 genoux, ligaments croisés, payer la rééducation, payer le séjour, payer la nourriture, payer le retour pour Noël en famille, on l'a trouvé. On se bat toujours pour les joueurs qui sont blessés. Et là, on a été vraiment récompensé parce que l'opération s'est bien passée. Il est en train de reprendre les entraînements. Et on a vu les images récemment. Donc, les opérations étaient un succès. Il a 18 ans maintenant. Et donc, il va vers les 19. Et on va voir où il en est dès qu'il peut rejouer dans un club. Chichao, lui, il est pareil, un joueur local de qualité. Il a été recruté en MLS, en Chicago. Il s'est blessé au genou, un seul genou, heureusement. Il a été opéré. Là, c'est le club qui s'en est occupé. Et on attend maintenant, il rejoue son retour en équipe 1. Et à ce moment-là, ça peut être aussi un joueur de plus qui peut prétendre à faire partie de l'équipe nationale. Super. C'est ce qu'on espère. On espère que ces joueurs vont rapidement retrouver la santé et du temps de jeu, du rythme pour pouvoir prétendre justement à un retour en sélection. D'autres jeunes que je voudrais évoquer encore, c'est Yamiro qui joue à AC Horsens au Danemark. Et bien évidemment, il y a ce joueur dont le nom m'échappe. Mais déjà, parlons de Yamiro et de Rodolfo Aloko aussi, oui. Voilà. Qui évoluent tous. Voilà. Récemment, ils étaient au regroupement organisé par le ministère en France à Bobigny. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, parce que le regroupement a été dirigé par Vincent Roturo, qui est avec nous, qui est un très bon éducateur et en qui j'ai confiance, et qui m'a rapporté un peu ce qui s'est passé. Et donc, notamment, que ce soit Rodolfo ou Moulero, on fait une bonne impression. Vous avez parlé du joueur danois. C'est ça. Yamiro. Yamiro, oui, tout à fait. Qui n'a que 19 ans. Qui a joué en moins de 20 ans de son club. Exactement. Maintenant, depuis quelques semaines, il fait des apparitions en équipe 1 du Danemark. Voilà. Donc ça, c'est des joueurs que j'aurais bien voulu voir avec les U20 déjà. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas pu évoluer là-dedans. Et que nous allons suivre. Voilà, tous les joueurs de qualité vont être suivis. Nous avons un scouting team qui suit tous les week-ends tous ces joueurs-là. Et je vois, il y en a certains qui bénéficient de davantage de soutien dans les réseaux sociaux. On ne sait pas trop pourquoi. Les uns ont plus de soutien, d'appui que les autres, mais c'est comme ça. Et vous avez des exemples? Il en fait partie, lui, par exemple. Donc, mais ce qui compte pour nous, c'est ce qu'il fait dans le club. Voilà, et c'est ça qui va. C'est pas parce qu'on le réclame sur plusieurs réseaux sociaux qu'on va le prendre. C'est parce qu'il donne des bonnes performances dans son club qu'on va le prendre. Super. Alors, vous aviez parlé récemment d'un joueur que vous avez envoyé votre assistant aller voir en Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, c'est un joueur binational et qui joue à Udinese et qui est
qui est titulaire indiscutable et qui est encore sur les tablettes de l'équipe de France. Parce qu'il a le profil physique d'un joueur qui peut avoir sa chance. Et nous avons un bon contact avec son père, qui est aussi un professionnel de football. Et on a envie de le voir. Je devais y aller, mais je n'ai pas pu parce que je devais être à une réunion avec les autorités. Et j'ai envoyé mon assistant qui m'a fait un rapport. C'est vraiment un joueur d'excellente qualité qui pourrait nous apporter un plus, un poste clé. Et nous avons prévu une rencontre. Et c'est des choses, j'aime pas trop en parler en public parce que ce sont des choses qui devaient se traiter en off et en privé pour essayer, comme j'avais fait avec Andreas Untonji, je l'ai rencontré, je ne vais dire personne, on a parlé, je lui ai présenté le projet et il a décidé de venir avec nous. J'avais même invité son papa chez moi, à domicile, au Cap-Ferré, pour pouvoir parler, expliquer, etc. Donc c'est parfois un travail un peu de longue échéance. Je comprends qu'il y a des joueurs qui peuvent aimer, il y a Dagba aussi que nous avions contacté, mais qui ne se sont pas encore prêts. On ne peut pas pousser les gens s'ils ne veulent pas. Et c'est une décision qui est à prendre par le garçon. Parfois, il y a l'agent aussi qui s'en mêle. Parfois, il y a la famille qui est consultée. Mais ce n'est pas facile. Déjà connu ça avec le Nigeria aussi. On avait des joueurs, Alex Iwobi par exemple, qui avait joué pour les U20 anglais et qu'on a pu avoir pour nous. Avec un papa que j'ai rencontré, que j'adore, qui nous a beaucoup aidés et qui donne aussi beaucoup au Nigeria maintenant. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut attaquer avec une certaine doigté, sensibilité et surtout avec le respect de la famille et du joueur. D'accord. Donc, en dehors de ce joueur-là, il y a d'autres joueurs que vous êtes en train de, on va dire, pister, si je peux dire comme ça, histoire de voir s'ils pourront accepter le projet, adhérer et revenir avec l'équipe nationale du Bénin. Oui, absolument. Quand vous avez un effectif où il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans leur club, où on n'a pas une profondeur du banc de touche, on va dire, comme les autres, on est obligé de voir s'il y a des renforts. Il y a même d'autres projets encore. Mais on fait tout. Et je pense que le ministère nous aide aussi, et la fédération aussi, avec ses relations, avec ses contacts, avec on va dire aussi les moyens parfois qu'il faut se donner pour renforcer encore notre équipe nationale. D'accord. La réunion avec le comité exécutif de la FBF, Fédération Béninoise de Football, qu'en avez-vous pensé avec la presse qui était présente? J'ai déjà donné à la sortie de cette réunion mon point de vue. Surtout le fait que la presse ait été invitée à cette réunion. Ouais, j'étais un peu surpris quand je vais arriver. Les journalistes, au fait, ils étaient même là avant nous. Ah, du coup, vous n'étiez pas informé? Non, qui est les journalistes, on n'était pas informés. Okay. C'était le souhait, je pense, de la fédération qui voulait avoir des débats ouverts, des débats publics. Voilà, c'est un choix que je dois respecter. Okay. C'est pas moi le patron et c'est pas moi qui décide. Bon. Je trouve que, d'ailleurs, j'ai posé la question à un journaliste, j'ai dit, vous êtes là, je suis surpris. Il y a parfois des discussions qu'il vaut mieux avoir en interne. Parfois, il y a des discussions franches, ouvertes, que le président avait choisi de mettre sur la place publique. Je dois respecter son choix. Et je l'ai respecté. Mais c'est toujours, il y a toujours des sujets qu'il est très difficile d'aborder en public, alors qu'en commission réduite, c'est plus simple et plus respectueux, mais c'est comme ça. Et on a eu un bon échange quand même, je dois dire, avec le comité exécutif, avec le président. On a pu dire ce qui n'allait pas aussi de notre côté. Ça a permis aux internautes aussi de voir et aux réseaux sociaux aussi de donner notre point de vue. Et voilà, donc non, la famille du football est unie au Bénin
Et la famille du football, c'est ça qui doit diriger le football, avec l'aide du ministère. La FIFA ne reconnaît que l'autorité footballistique. Elle ne reconnaît pas l'autorité du ministère des Sports. Donc notre patron, c'est la fédération, et notre deuxième patron est le ministre. Et on doit faire avec les deux. Ce que je souhaite, moi, ce que j'ai pas tellement trouvé facile au Nigeria, c'était que les deux travaillent main dans la main et qu'on aille dans le même sens. Et s'il y a cette solidarité, ça va nous aider pour avancer ensemble. Alors, je vais rester collé aux réseaux sociaux, ce qu'on lit un peu partout. Certains internautes estiment que vous ne protégez pas suffisamment vos joueurs face à la presse. Qu'est-ce que vous répondez? Alors là, je vous réponds avec une question qu'on m'a posée au comité exécutif il y a quelques jours. Il m'a dit, pourquoi vous protégez trop vos joueurs? Pourquoi vous donnez trop d'amour à vos joueurs? Pourquoi vous ne leur tapez pas dessus? Donc, c'est exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Alors, moi, je parle un peu de ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous dites face à la presse que Fassinou, voilà, il n'a pas le niveau, beaucoup de personnes ont mal compris, ont interprété ça. Pour eux, vous n'avez pas suffisamment protégé le joueur. Vous l'avez en grippe désingué. Oui, donc ça a été dit dans la réunion, mais ça a été sorti de son contexte. Pourquoi il n'a pas joué? Pourquoi il n'était pas dans les 23? J'ai dit, on doit faire un choix. Et quand vous avez 25 joueurs pour une liste de 23 de feuilles de match, vous devez laisser 2 sur le carreau. Donc, un de 2, c'était Fassinou. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le niveau par rapport aux autres. Il faut faire un choix. Et il est logique que quand vous faites un choix, vous essayez d'être juste par rapport au niveau des joueurs. Donc, c'est tout simple. La réponse, elle est là. Ok. Donc, je suppose que vous aurez peut-être une discussion avec le joueur pour lui expliquer, parce que c'est parti dans tous les sens. Peut-être qu'il va se poser des questions. Je ne sais pas. Moi, c'est un truc que j'ai dit comme ça. Ce sera à vous de voir avec le joueur. C'est ça le danger de discussion que vous avez interne. C'est que vous parlez parfois d'un individu à votre comité, à votre patron, où vous êtes obligé de dire pourquoi vous ne l'avez pas fait jouer. C'est simplement parce qu'il n'a pas le niveau. Mais si le joueur le prend mal, alors qu'il le savait déjà, s'il n'a pas été pris, c'est qu'on pensait qu'il n'avait pas le niveau. Mais si on veut en faire une affaire, c'est aller chercher vraiment la petite bête. Et puis c'est aussi le problème de cette discussion ouverte en public où on peut entendre des choses comme ça. Alors, pour finir, parce que là on est en train de finir, je voudrais que vous passiez un message à tous les Béninois, à tous les supporters béninois, pour peut-être les rassurer, ou c'est pas un message que vous avez du fond du cœur, vous aviez à le passer par rapport à notre équipe nationale. Le message est simple. On choisit les joueurs qui se battent pour le pays. On choisit le meilleur en notre âme et conscience avec un staff autour de moi et on échange. On peut toujours parler des choix individuels, c'est partout comme ça et c'est normal. Mais je pense qu'ils peuvent avoir confiance que les joueurs qu'on a choisis vont se battre pour le pays, mais qu'ils peuvent aussi rater un match et que tout ne doit pas être remis en cause parce qu'ils ont raté un match. Ils se sont qualifiés pour la CAN. C'est pas parce qu'on s'est qualifié pour la CAN qu'on est devenu d'un seul coup une grande équipe. On a encore beaucoup de travail. On n'est pas encore une grande nation de football et on doit être encore un peu humble parfois. Parce que si on perd l'humilité, si on croit qu'on doit aller à la Coupe du Monde à tout prix, parce qu'on est meilleur que le Nigeria, parce qu'on est meilleur que l'Afrique du Sud, si on croit ça, c'est oublier un peu les réalités. Et même si la passion prend le dessus, on doit essayer parfois quand même de la regarder en face, cette réalité, et de comprendre pourquoi parfois un joueur ne peut pas être au top. C'est ça. Juste avant de terminer, vous semblez beaucoup faire confiance à votre adjoint, Moussa Latondi. Je fais confiance à tous mes adjoints, parce que c'est des adjoints de qualité, qui ont déjà fait des choses dans le football, qui ont de l'expérience. Et vous parlez de Moussa. Moussa a été lui-même un grand joueur pour le Bénin. C'était mon prédécesseur.
Il avait de l'expérience, même si les résultats étaient déjà difficiles, mais il connaît. Et il suit tout le championnat local en ayant connaissance avec maintenant à ses côtés un responsable du U23 qui est Raymond. Donc il n'y a pas de problème, ce sont des gens de qualité. Super. Merci beaucoup, Gainot Rob, pour cet entretien que vous nous avez accordé sur le 11 de Bénin. On espère que les résultats les prochaines fois vont suivre pour le bonheur et le plaisir de tous les fanatiques du football béninois. Et on espère surtout de jouer devant le Béninois. Oui. Enfin, depuis 2 ans, avec le soutien du 12e homme qui nous a tellement manqué. C'est ça. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette interview, cet échange avec M. Gainot Rob, sélectionneur du Bénin. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau numéro du 11 interview. Ciao l'équipe.